Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer, avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Bonjour Betty. Allô Swazik. Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour les filles. On se retrouve pour ce 4e épisode de À la santé du cancer et aujourd'hui, on va parler vulnérabilité. Ici, la Swazik du montage. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast À la santé du cancer, je t'invite fortement à aller d'abord écouter les 3 premiers épisodes car on va y faire référence plusieurs fois dans les prochaines 45 minutes. C'est un conseil, tu en fais évidemment ce que tu veux. J'en dis pas plus, qui se lance ? Alors, la vulnérabilité, qu'est-ce que ça m'évoque ? Ce mot m'évoque, ça m'évoque des positions en fait. Des positions dans un cheminement. C'est-à-dire que pour moi, la vulnérabilité fait partie intégrante de la maladie, du cancer, mais fait partie aussi intégrante de nos propres blessures, failles intérieures. Donc en fait, il y a 2 choses pour moi distinctes. Il y a la vulnérabilité en lien avec la maladie et il y a la vulnérabilité en tant que personne pure. Je m'explique. J'ai vu des patients ou patientes très forts. Il n'y avait pas trop cette histoire de vulnérabilité en tant que personne, mais la maladie leur a parfois rendu certaines situations où ils étaient plus vulnérables, plus fragiles peut-être, c'est un mot qui me vient, que d'autres. Et à l'inverse, des personnes pour qui le cancer a tout détruit sur son passage, la vulnérabilité était au taquet et où la moindre chose était une montagne. Et en aucun cas, c'est un jugement, c'est juste que les process n'étaient pas les mêmes. Donc moi, derrière la vulnérabilité, je mets vraiment cette notion à la fois de fragilité ou d'expérience, de cheminement et de vécu par rapport à la maladie. Comment je me positionne ? Là, je me concentre vraiment sur la personne atteinte de cancer. Je ne parle pas encore de l'entourage, on y viendra peut-être après. Et je pense que c'est une notion justement qui est très complexe parce que je pense qu'on est vraiment sur un truc hyper vulnérabilité, fragilité, culpabilité. Enfin, tu vois, je pense que ça mélange énormément de notions et que là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui est hyper propre à chacun. Donc, paradoxalement, je pense que sur cet épisode, je vais être avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de peut-être, parce que je pense que c'est quelque chose de très délicat. Qu'en dites-vous ? Ouais, je te rejoins aussi sur ce mélange de choses. Puis par rapport à la fragilité, moi, je voudrais comme nuancer en disant que c'est la vulnérabilité, quelque part, c'est la fragilité qu'on ose montrer, mais pas de la fragilité dans le sens de faiblesse, parce que la fragilité, on pourrait l'entendre comme quelque chose de négatif. Et non, justement, je crois que dans vulnérabilité, c'est la fragilité qu'on ose montrer pour avancer ou pour justement pouvoir bien s'entourer ou en tout cas pour surmonter cette fragilité, quoi, quelque part. Donc, je voulais apporter cette nuance par rapport à ça. Moi, je vois deux parties séparées, enfin, je sais pas comment dire, 2 différences. En fait, j'aime pas catégoriser, mais en concernant les patients donc, qui ont le cancer, t'en as qui vont complètement lâcher prise et qui vont se laisser aller à leur fragilité, justement, à leur vulnérabilité, et qui vont devenir vachement émotifs pendant leur processus de la maladie. Et t'en as d'autres hors de question, quoi. Je ne montre aucune faille, aucune émotion et je vais même être très dure, très fermée, quoi. Genre, je ne veux absolument pas montrer ma vulnérabilité. Enfin, je trouve que, je sais pas si vous voyez ça aussi, mais je trouve qu'il y a vraiment 2 manières de faire, quoi. pôles. Oui. Et bizarrement, eh ben moi, je me sens vachement plus vulnérable face à la personne hyper fermée
que face à une personne qui va oser exprimer son émotion. Pourquoi bizarrement? Parce que souvent, quand la personne, dans la vie en général, si on pleure, ça met un petit malaise, souvent quand même, je trouve, dans la société. On pleure pas, on montre pas ses émotions, enfin, c'est compliqué, tu vois. Donc, j'aurais tendance à penser que j'aurais été plus mal à l'aise à essayer de réconforter une personne qui, face à moi, est complètement vulnérable. Et finalement, je me sens plus déstabilisée par une personne qui est très fermée et qui montre aucune émotion. Et je crois que la maladie permet ça, en fait, quelque part. Justement, on n'est pas dans une société où on nous autorise à être vulnérable. Enfin, on va être quand même très vite. Voilà, nous, si on parle en tant que position de femme, hein, si on se met en colère, on est hystérique. Si on pleure, on est trop sensible. Effectivement, hein, niveau vulnérabilité, on ne nous donne pas trop la place. Et je crois que quelque part, la maladie nous donne comme une excuse, entre guillemets, entre gros guillemets, pour trouver ça normal, en fait, d'être plein d'émotions et de les exprimer. Mais je C'est suis vrai. complètement d'accord. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, pendant qu'on discute, c'est con, mais je me suis dit, je vais aller voir la définition de vulnérable et vulnérabilité. C'est hyper choquant. Vraiment, vulnérable, ils disent dans le dictionnaire, hein, Larousse, que c'est un adjectif. Vulnérable, c'est qui peut être blessé, frappé par un mal physique ou psychique, et au sens figuré, qui peut être facilement atteint. Donc déjà, vous savez que moi, je suis un peu sur ma sémantique, mes neurosciences, j'adore ça. Donc déjà, le mot, même dans la définition, dans mon sens, en tout cas dans mon monde, c'est assez négatif, tu vois. Ça me fait penser plus à de la Susceptibilité, ouais. Je Ça suis me fait plutôt d'accord. penser à de la susceptibilité, ce que tu dis là. Ouais, mais enfin, tu vois, je trouve ça assez. La façon dont ils expriment la définition, elle est quand même un peu choquante. Et alors, vulnérabilité, c'est un festival. Là, on est sur la vulnérabilité se définit de manière générale comme une faiblesse. Ah ouais. La vulnérabilité décrit le caractère de quelque chose de fragile, vulnérable ou encore sensible. Il peut s'agir plus généralement d'une faiblesse. Mais je trouve ça chaud. En fait, là, la définition, je trouve que c'est choquant. Et tu vois derrière à quel point finalement ça induit notre pensée et notre schéma de pensée. Je dis souvent, que ce soit dans mes coachings ou au travers de mes patients, faites attention à la sémantique. Les mots ont une valeur et ils conditionnent votre pensée. Et c'est vrai que j'avoue, moi la première, le mot vulnérabilité, c'est pas forcément un mot positif chez moi. D'ailleurs, question bête, vous, ce serait quoi votre définition de la vulnérabilité? J'avoue que moi, personnellement, je sèche. Je sais même pas ce que j'aurais dit comme définition. Moi, je dirais que c'est de montrer son côté, ouais, justement, son côté sensible, son côté, même tu sais, on parle souvent de notre côté de la lumière, on a aussi une part d'ombre, d'oser montrer ou parler de cette part d'ombre et oser montrer et exprimer ses émotions. Moi, je le vois assez négatif comme toi, Héloïse. C'est vraiment montrer ses failles, quoi. Tu te sens vraiment, t'es une mise à nu, quoi. Moi, je le vois comme ça, vulnérable. Ok. Ça me parle, ce mot mise à nu, parce que tu vois, pour moi, montrer ses failles, c'est pas une faiblesse dans mon monde, mais cette mise à nu, étant parfois quelqu'un de pudique sur les sentiments, là, ça peut me déranger. Et en effet, quand je me mets à nu, je peux me sentir vulnérable. Et du coup, la question, c'est les gens là qui nous écoutent dans le cancer, est-ce qu'ils ont cette impression de mise à nu? Pour eux, la vulnérabilité, ils voient ça comment? Est-ce qu'ils voient ça comme une faiblesse, comme une force? Est-ce qu'ils sont sur le penchant de choisi que c'est accepter une forme de fragilité et nos fragilités peuvent être nos forces aussi? Et finalement, dans un process de deuil, c'est une acceptation, donc c'est hyper positif. Ou est-ce qu'à l'inverse, être vulnérable, c'est se sentir en danger? Moi, j'ai un peu cette notion-là, tu vois, quand je me sens vulnérable, c'est que je me sens peut-être en danger, du coup, je suis en position de défense, par exemple. En tout cas, c'est les mots qui là me viennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'avoue que j'ai travaillé là-dessus pour donner cette définition-là aujourd'hui. Il y a quelque temps, j'aurais pas dit ça, je pense. En tout cas, mais après, entre l'exprimer et réussir à l'accepter et à être vulnérable, c'est autre chose. Et par contre, effectivement, j'ai un peu ce ressenti de selon à qui je m'adresse, si je montre de la vulnérabilité, je peux avoir peur que ça se retourne contre moi, que cette personne l'utilise contre moi, en fait. Et ça, personnellement, je ne sais pas vous, moi, personnellement, c'est mes histoires personnelles, mes relations personnelles qui ont donné ça. C'est peut-être là le côté négatif de la vulnérabilité, c'est d'avoir l'impression que tu donnes un peu le bâton pour te faire battre derrière et du coup, ça donne pas très envie, quoi.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi aussi, dans ma vie personnelle, je vais me montrer vulnérable qu'avec vraiment des gens de confiance. Donc, je l'assimilerais aussi à de la confiance, quoi. Parce que j'aurais peur aussi d'être vulnérable et qu'on s'en serve contre moi derrière. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que vous avez amené. En fait, dites-moi si j'ai compris. Là, ce que j'entends derrière ce terme vulnérabilité, il y a cette notion de fragilité, mais positive, qui va vers l'acceptation. Cette notion de confiance, oui, j'ai le droit, presque comme une autorisation d'être vulnérable face à des gens que j'aime, face à des gens qui sont sains pour moi. Et derrière, vraiment, le côté ombre dont tu parlais tout à l'heure, Swazik, être vulnérable, est-ce que c'est pas une mise en danger? Est-ce que je suis pas agressée? Parce que le cancer, ça reste agressif, tu vois. C'est hyper intéressant. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a paradoxalement, je parlais de nuances en début de podcast et finalement, j'ai l'impression que c'est très noir ou blanc, selon le vécu ou selon le stade. Alors, en tout cas, au travers de ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est finalement, ça peut vite partir dans des extrêmes. Je pensais que ce serait plus nuancé et en fait, j'ai l'impression que ça peut vite être extrême. Nuancer dans tout ce que ça touche, parce que justement, tu disais que ça peut être une part d'une culpabilité, ça peut venir aussi avec de la honte. En tout cas, je pense que c'est là où la nuance peut jouer, c'est que ça peut toucher plein de ressentis et d'émotions différentes. Quand tu dis ça, je me demande, est-ce que on peut réussir à être vulnérable dans certaines situations, mais pas dans d'autres, ou est-ce que en général, tu vois, on est juste pas vulnérable du tout et dans toutes les situations, ou alors on accepte notre vulnérabilité dans toutes les situations? C'est une bonne question. Toi, par exemple, en tant que malade, ex-malade, tu t'es Ben, sentie vulnérable, comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois, je pense que c'est intéressant que chacune, on parle dans nos positions, dans nos professions ou dans notre vécu. Donc toi, là, en tant que patiente, qu'est-ce que ça t'a... moi, en tant que patiente, je crois que justement, la maladie m'a donné le droit à cette vulnérabilité. Parce que justement, si j'étais pas bien, si je pleurais, si j'étais en colère, si tout ce que tu veux, ben c'était tout à fait accepté. Et quelque part, justement, j'avais une bonne excuse, hein, encore une fois, avec le cancer. Ceci dit, aujourd'hui, si je me mets dans ma place de professionnelle, c'est quelque chose de plus difficile parce que justement, on a cette idée de, surtout en tant que coach, je sais pas dans d'autres professions, mais en tout cas, là, moi, si je me place en tant que coach, j'ai l'impression de devoir donner une image et je travaille sur mon côté perfectionniste aussi, hein, on s'entend. Et du coup, ben, autant, je vous dis, j'ai quand même beaucoup travaillé dessus et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une autre image, mais ça reste quelque chose de difficile. Et en même temps, je vois l'effet très positif quand certaines se permettent cette vulnérabilité-là parce que justement, ça fait écho à d'autres personnes, en fait. D'autres personnes réagissent à ça et se reconnaissent, en fait, dans cette vulnérabilité que peut-être eux n'osent pas aborder d'ailleurs. Je te rejoins complètement parce que là, il y a quelques semaines, je vous avais dit, j'ai perdu ma grand-mère. Et donc, la première semaine, bon, c'était difficile et donc j'avais du mal à contenir mes émotions. Et ma mère me disait tout le temps, bah, c'est pas grave, dès que tu as envie de pleurer, bah, tu pleures, enfin, c'est normal, quoi. Bah, c'est un deuil, quoi. Et je dis, ah non, je me vois pas me mettre à pleurer au travail dans mon contexte. Je suis censée être là pour aider des personnes malades. C'est pas à moi de pleurer, quoi. Et en fait, il y a une patiente que je vois souvent qui est passée me voir et elle m'a rappelé ma grand-mère parce que j'avais été dans sa boutique acheter un petit cadeau pour ma grand-mère. Donc, de suite, quand je l'ai vue, j'ai pas su retenir mon émotion. J'ai une émotion qui est montée. Et finalement, bah, ça a été une super connexion entre la patiente et moi où elle m'a dit des mots hyper réconfortants. Enfin, il y a eu vraiment une connexion, c'est comme ça que j'appelle ça. Et finalement, enfin, j'étais absolument pas gênée. Et puis, j'ai même eu l'impression qu'elle était contente à ce moment-là, elle, d'être là pour moi aussi et de pouvoir, à son tour, m'apporter une aide, un réconfort, quoi. Donc finalement, je me dis, on peut vraiment s'apporter les uns et les autres. Et oui, moi, je suis la professionnelle qui accompagne, mais bah, ça peut m'arriver à moi aussi d'être vulnérable. Et je pense que ça peut les aider eux aussi à voir que bah, tout le monde peut être vulnérable et c'est pas juste quand tu es malade. Et eux, je pense que ça les aide aussi à reprendre un moment
enfin, comme du pouvoir, entre guillemets, où c'est pas que moi qui a le rôle de faible, entre guillemets, vu qu'on parle que vulnérable, c'est faible. Mais c'est très juste que tu amènes. Là, quand je vous écoute, je me repositionne quand j'étais infirmière. Personnellement, il y a eu un avant-après mon tour du monde. En fait, j'ai été infirmière pendant 5 ans. Après, j'ai fait un tour du monde et je suis revenue infirmière. Et en fait, les 5 premières années de ma carrière, je m'interdisais d'être vulnérable. Fallait que. Et puis, évidemment, j'étais en service de dermato-cancéro, enfin, donc tout ce qui était oncologie et tout. Je pensais et j'étais convaincue que je n'avais pas le droit d'être faible, que je n'avais pas le droit de montrer ma vulnérabilité face à ces personnes qui vivaient l'enfer. Et après, j'ai fait mon tour du monde, je suis redevenue infirmière et je suis repassée dans des services d'oncologie. Et justement, comme toi, il y a eu des fois où ben voilà, j'étais fatiguée, où il y a eu des événements et où, ben oui, ça allait pas. Et je me suis autorisée à le dire. Et justement, je n'ai jamais eu de réaction négative quand je me suis autorisée à dire aux patients, ouais, je suis désolée, là, je suis fatiguée, là, c'est compliqué, mais je suis là pour vous. Et en fait, les patients prenaient un peu, on a parlé dans le dernier épisode du triangle de Karpman, ils prenaient un petit rôle de sauveur qui leur faisait du bien, puisque bah, ils subissent, pour certains, encore une fois, tout dépend du process dans lequel ils sont, de l'étape dans laquelle ils sont dans leur cheminement de la maladie. Et je pense qu'en effet, une personne atteinte d'un cancer, bah, des fois, ouais, comme tu l'as dit, ça doit lui faire du bien aussi de voir que bah, là, on parle plus d'elle et qu'il y a d'autres gens qui vont pas bien autrement. Et à l'inverse, des personnes qui sont dans un process où bah, le cancer prend tout, où en fait, ils seront pas à ton écoute de ta vulnérabilité et c'est OK, et ils s'en foutront. Et c'est pas grave, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais j'avoue que dans mon côté infirmière, quand j'étais infirmière, la vulnérabilité, c'était quelque chose que je m'autorisais peu et que je ne me suis autorisée qu'en fin de carrière. Infirmière. Peut-être que ça me fait penser comme avec l'humour, en fait. Peut-être qu'on le sent aussi avec qui on peut s'autoriser à être vulnérable, comme on peut s'autoriser à faire de l'humour. Je sais pas ce que vous en Ouais, pensez. carrément, Ça me fait penser à ça. carrément. Bah, comme tu disais tout à l'heure, je crois que ça demande de la confiance en fait. Exact, ouais. Parce que effectivement, quand on ose livrer ce qu'on ressent, bah, c'est sûr, tu le fais pas à n'importe qui parce que tu sais pas comment ça va être pris en face. Ou en tout cas, justement, ça te prend de la confiance en soi pour le livrer quoi qu'il arrive en face, en fait. Hein, parce que clairement, je crois que là, on retourne sur l'estime de soi dont on avait parlé dans le premier épisode. Et que Complètement. si on craint que ça se retourne contre nous, c'est peut-être parce que la confiance en nous n'est pas suffisamment bonne, en fait. Mais il y a comme, quand vous parlez, là, il y a comme plein de souvenirs qui me reviennent. Et bah, déjà, la dernière fois, j'avais évoqué, par rapport à la culpabilité, j'avais évoqué le fait que moi, en tant que patiente, je préférais que justement une infirmière me dise, là, c'est comme je suis en fin de journée, j'ai pas réussi à te piquer, je vais pas insister, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Pour moi aussi, justement, ça fait partie des fragilités, quelque part, de la vulnérabilité, d'avouer que non, là, je suis pas capable. Je sais qu'il y a un moment aussi, j'étais très, très mal dans la période de Noël. C'était le dernier traitement, c'était fini. Bref, c'était pas censé être la pire des périodes, mais ça a été vraiment difficile. Et je sais que les infirmières, après, justement, m'ont dit, bah, c'est dur, en fait, de vous voir comme ça. C'est dur de voir nos patients comme ça. Je sais que ça m'avait beaucoup touchée. En fait, je me dis, mais derrière la vulnérabilité, en fait, il y a de l'humanité, tout simplement, en fait. Donc, c'est quand même beau. Et là, il y a quelques mois, donc pas dans la maladie, mais je sais que mon acupunctrice, par exemple, elle a eu un moment vraiment de grosse émotion en me racontant une histoire. Enfin voilà, elle a pensé à cette histoire-là au vu de notre séance. Et en fait, ça l'a beaucoup émue. Enfin, à aucun moment, je l'ai jugé, à aucun moment, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas bien cette vulnérabilité. À aucun moment, je me suis dit ça. Donc, ouais, je suis pas étonnée que quand tu montres ta vulnérabilité au patient, il n'y ait pas de retour négatif. Au contraire, en fait. Et alors après, je sais pas si c'est le triangle de Karpman, mais en tout cas, moi, ce que ça me fait penser quand il y a des histoires comme ça, c'est plus que, encore une fois, tout ne tourne pas autour de nous et de ce crabe et que la vie continue et qu'il y a d'autres choses aussi. Je crois que j'avais évoqué aussi le fait que mes amis n'osaient pas parler de leurs problèmes. Et en fait, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si ça rejoint le côté sauveur du triangle de Karpman, mais je crois juste que ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres problématiques et qu'en fait, les gens autour de nous sont juste humains, quoi. Ouais, un peu cette notion finalement de se défocus deux fois de la maladie et penser à autre chose.
Là, pendant que tu parlais, ça me faisait penser au mot faillible. S'autoriser à être... justement, la vulnérabilité nous permet peut-être aussi parfois d'arrêter ce système d'être infaillible. Et on a le droit d'être faillible, on a le droit d'avoir ses failles. En fait, j'entends ça. Mais du coup, j'ai envie de poser une autre question. Finalement, chasser le naturel, il revient au galop. Euh, on va pas se refaire. Parce que là, finalement, on est dans quelque chose d'assez positif sur la vulnérabilité. Je trouve ça génial et je suis complètement d'accord, franchement, avec tout ce que vous avez amené. Mais quand la vulnérabilité est trop importante, quand ça prend le dessus, d'après vous, c'est quoi les conséquences? Quel pourrait être l'impact négatif? Qu'est-ce que ça peut aller aussi? Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, peut-être qui sont dans une extrême vulnérabilité et eux, ils ne le vivent pas bien. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des expériences, vécues? Qu'est-ce que C'est vous quoi en pour pensez? toi être trop vulnérable? Ben, quand je dis trop vulnérable, moi, je vous parlais tout à l'heure de défense. J'ai déjà vu des patients qui étaient dans une vulnérabilité extrême et où ils prenaient toutes les émotions de plein fouet. C'était plus gérable. Ils étaient dans une hyper émotion de tout, de tristesse, de colère. Et attention, encore une fois, vous me connaissez, moi j'ai accepté, c'était pas le problème. Mais du coup, ils m'ont employé ces mots. Ils ont dit, mais je suis vulnérable à fond et là, tout m'atteint. Et donc, en fait, il n'y avait plus de défense, il n'y avait plus de protection. Et du coup, ils étaient dans une extrémité des sentiments et en fait une douleur derrière énorme. Donc après, je ne sais pas si on peut parler de trop de vulnérabilité, mais à un moment donné, il y a eu un truc qui s'est passé qui a fait que bah là, il n'y avait plus de défense, il n'y avait plus de protection, il n'y avait plus rien et que vulnérable pour eux, on n'était pas au stade de c'est bien de montrer ma fragilité, on était au stade de j'en peux plus. Le moindre truc me fait péter une douille. Les gens m'écoutent, ça m'énerve. Les gens m'écoutent pas, ça m'énerve. Enfin, tu vois, derrière la colère, tout ça. Il y a un espèce de truc pas sain comme nous, là, on peut l'évoquer. Et d'ailleurs, Swazik, tu disais tout à l'heure que maintenant, tu as cette définition-là de la vulnérabilité, mais qu'il y a encore quelque temps, tu l'aurais peut-être pas eu comme ça. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, merci d'avoir posé la question, Betty, parce que j'ai du mal à me figurer c'est quoi trop de vulnérabilité. En fait, dans ce que tu dis, j'entends beaucoup de sensibilité, mais j'ai du mal à me dire qu'on peut être trop vulnérable. Ouais. Mais tu vois, je pense que c'est là où c'est intéressant qu'en fait, on a chacun notre définition. Mhm. Et que du coup, des fois, il y a des mondes où on n'est pas sur le même, on n'est pas sur le même diapason, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Betty. Bah, moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas de trop ou de pas assez. Comme ben, le sujet de l'hypersensibilité, ça me fait penser à ça aussi. Je pense qu'en fait, c'est propre à chacun et il faut voir en fait si la personne le vit mal, cette excessivité de vulnérabilité. Bah, là, oui, il va falloir, il faudrait qu'elle essaye de trouver des solutions, des ressources qui pourraient lui faire du bien si elle le vit mal. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de trop de vulnérabilité, quoi. C'est marrant parce qu'en plus, on parlait de ça aujourd'hui avec des patientes cet après-midi. Et tu vois, bien, il y en a une, elle le sent, quoi. Dès qu'elle n'a pas le moral, et ben, hop, elle sort dehors et elle va courir. Et après, ça va beaucoup mieux. Bon, bah voilà, elle a trouvé, elle, par exemple, son truc qui va faire que ça va la ressourcer et après, ça va aller mieux. J'aurais pas de conseils vraiment à donner, mais c'est plus d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui peut, à ce moment-là, nous faire du bien pour que ça nous atteigne moins. Bon, je m'écarte un peu, mais ça m'a fait penser à ça, quoi. C'est hyper intéressant de dire que justement, il n'y a pas, en fait, il y a pas de trop peu ou de trop. C'est plus une question de nous, en fait, qu'est-ce que ça nous fait. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on dit pour aller voir un professionnel. Par exemple, je vais prendre un exemple tout à fait autre, mais les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, il y en a qui peuvent vivre avec et ça ne les dérange pas du tout au quotidien. Et il y en a d'autres, par contre, que ça va vraiment poser problème au quotidien. Et là, dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux aller se faire accompagner pour pouvoir justement pas être handicapé au quotidien. Et je crois que ça vaut pour tout, en fait. Donc, ça vaut pour la vulnérabilité aussi, en fait. Complètement. Tu vois, ça me fait penser aussi, l'autre fois, j'ai une patiente que j'aime beaucoup. Elle pleure beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est sa façon à elle de libérer, quoi. Puis elle me parlait de sa fille, puis elle me disait, ah, elle est forte, elle pleure jamais. Et j'ai dit, mais ça veut pas dire que toi, t'es faible parce que tu pleures. Au contraire, même, tu libères. Donc, je trouve ça hyper courageux aussi. Et ça me refait penser, on en revient encore à cette société où si tu pleures, t'es faible, faut pas montrer ses émotions. Alors que je trouve que c'est vraiment tout le contraire. Et elle, c'est juste que bah, c'est sa façon à elle de libérer. Elle pleure et après, bah, ça va mieux.
Et effectivement, à l'inverse, c'est pas parce que tu pleures pas que tu es fort et que Oui, ça peut cacher Mais c'est tellement de ça. choses. tout à Mais fait. c'est ce que j'allais dire, parce que moi, en coaching, par exemple, je parle souvent de la courbe du changement qui ressemble énormément à la courbe du deuil. La tristesse, c'est donc les pleurs lâchés, c'est finalement le dernier stade on va dire, compliqué du deuil et le premier stade qui t'amène vers l'acceptation. Donc c'est très positif finalement de pleurer. Et pour aller sur mon petit délire des neurosciences, faut savoir que quand on pleure, on sécrète aussi beaucoup de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui est en fait, quand on est dans les soins, il y a des antidotes, tu vois, la morphine, tout ça, il y a des antidotes. Il faut savoir que la mélatonine, cette hormone, en tout cas, on est dans le même système qu'on sécrète, c'est une hormone qui est un peu antidote au cortisol, donc tout ce qui est hormone du stress. Donc en fait, de pleurer, je sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation après avoir une grosse crise de larmes, vous êtes épuisé, vous êtes vidé, mais il y a vraiment un moment de un espèce de flottement, et c'est dû à cette sécrétion du coup de mélatonine, la même hormone qu'on sécrète pour dormir, et qui du coup vient contrebalancer ce stress. Donc c'est hyper positif de lâcher en fait. Alors je dis pas qu'il faut pleurer toutes les 30 secondes, mais justement, tu disais que des fois les gens forts qui pleurent pas, ouais, en fait, ils sont peut-être juste complètement coupés de leurs émotions. Et on n'est pas du tout sur quelque chose de positif, hein. On est sur des mecs, ils se sont dissociés, comme un schizophrène, hein. Un schizophrène, il est complètement dissocié. Donc, posez-vous des questions. Voilà, voilà. Se couper des émotions, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Après, ne vivre qu'au travers de ces émotions. Encore une fois, tout est question de nuance et de juste mesure, quoi. Qu'on doit du coup évaluer justement par est-ce que c'est un problème ou pas pour nous en fait. C'est ça. Exactement. Mais je vais faire preuve de vulnérabilité en vous livrant justement une petite anecdote, on va dire ça comme ça. Betty, tu me fais penser à ça. Moi, justement, quand ma première psy, je pleurais, mais à chaque séance, quasiment en première minute, jusque quasiment en dernière minute. Et au bout d'un moment, j'ai dit à ma psy, justement, je lui ai dit, mais c'est déjà vous devez en avoir marre que je pleure comme ça à chaque fois, sérieux. Et moi aussi, en fait, c'est fou quand même que je pleure autant, c'est pas possible. Et elle m'avait dit, elle m'avait raconté l'histoire d'un autre patient qui, au contraire, ne pleurait jamais. Et elle me disait, mais on est fait aux 3/4 d'eau. Donc il y a un moment, faut que ça s'évacue d'une manière ou d'une autre. Par les larmes, c'est une manière de l'évacuer. Ce monsieur-là, par exemple, qui ne pleure jamais, bah, ça lui pèse en fait de ne pas pleurer. Donc, ça m'a beaucoup rassurée. Et justement, avec cette psy, j'ai appris à être plus vulnérable auprès de mes amis parce que ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Si on ne l'a pas appris via notre éducation en étant enfant, via l'école, etc., ben, ça s'apprend plus tard, mais c'est jamais perdu, c'est jamais trop tard. Pour certains, ça peut paraître évident et je pense que pour d'autres, c'est peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est inné et vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc voilà, je voulais aussi dire ça parce que je pense que c'est important de se dire ça, qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre aussi à être vulnérable si ça nous pose problème. Clairement. Je sais pas si vous regardez l'émission qui ressort, la LOL. On en a parlé juste avant que tu arrives. Énorme. Ah ouais? Ouais. Ici la Soisic du montage pour vous mettre en contexte si vous ne connaissez pas LOL qui ressort. C'est une émission où des humoristes sont regroupés ensemble pendant toute une journée, avec pour objectif de ne pas rire, mais de faire rire les autres. Et lorsqu'ils craquent, ils se prennent en premier un carton jaune, et lorsqu'ils craquent une seconde fois, ils se prennent un carton rouge et sont éliminés du jeu. Du coup, là, je regardais les épisodes de la saison 1 et il y a Bérangère Crève, je sais pas comment on dit, Crève, ouais. Je sais pas si tu as vu, mais moi, ça m'a fait du bien de voir ça. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, elle a eu son premier carton jaune parce qu'elle a ri. Et en fait, elle était dégoûtée et elle se met à pleurer. Et donc là, tout le monde, oh ben non, pauvre petite, pourquoi tu pleures? Faut pas pleurer, c'est un jeu et tout. Et après, on la voit en interview où elle dit non, mais en fait, tout le monde a cru que j'étais au bout du rouleau, mais pas du tout, en fait. Moi, c'est ma manière à moi. J'étais dégoûtée, c'est mon ego, en fait. Et donc, du coup, j'ai pleuré pour me sentir mieux après, quoi. Et après, elle se sentait très bien. Et en fait, c'est vraiment sa façon à elle d'évacuer. Et en fait, c'est tellement peu commun parce que on en revient encore où on n'a pas l'habitude de ça. Tout le monde, la pauvre et tout, alors que non, après, elle était super bien, quoi. Enfin, voilà, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si. Ouais, bon exemple. Et effectivement, c'est fou cette phrase de arrête de pleurer. Tout de suite, on interprète ça
Tu vois, c'est intéressant justement l'interprétation des autres en mode oh non, mais t'inquiète pas, c'est qu'un jeu, arrête de pleurer. Et son explication à elle derrière, où tu fais ok, mais vraiment, définitivement, on donne une interprétation aux larmes et ça nous fait peur quelque part, c'est cette démonstration d'émotion. Et cette phrase de arrête de pleurer, mais on s'entend qu'on l'a dès tout petit. Ouais. On s'entend qu'on l'a dès bébé, cette phrase de arrête de pleurer. Pourquoi? Non, mais c'est ça, et tu as raison, c'est les injonctions. On est en plein dedans. Et je reviens sur la définition tout à l'heure du mot vulnérable et vulnérabilité. Même dans la définition du DICO, on nous induit, on a cette injonction de vulnérable, c'est négatif. Donc en fait, on le prend comme tel. Et donc, on est obligé de faire un process, comme tu disais tout à l'heure, Swazik, d'apprendre à accepter cette vulnérabilité, à dire que c'est OK, en fait, et que cette fameuse phrase que j'adore, c'est OK. Et que oui, en fait, être vulnérable, c'est pas être faible, c'est potentiellement montrer, faire confiance à quelqu'un, c'est accepter parfois. On y met chacun, selon notre étape, la définition qu'on veut, mais que comme tout n'est pas négatif et que pourquoi ce mot devrait être négatif alors que finalement, quand on arrive à l'appréhender, ce mot vulnérabilité, ça peut être super positif derrière. C'est même super courageux, même, je trouve. Parce qu'on se montre tel qu'on est, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, finalement, il y a de la sincérité presque, j'ai envie de dire, dans la vulnérabilité avec ce que tu dis. J'ai l'impression. Ouais, je trouve. Complètement transparent, quoi. Et je crois que le risque justement à se couper complètement de cette vulnérabilité, c'est de nous couper nous-mêmes de ce qu'on ressent, de nos émotions, de ce qu'on peut penser, de nos besoins, etc. Et ça peut effectivement prendre des ampleurs vraiment importantes. Et je crois que moi, justement, si on doit un peu aiguiller les gens qui pourraient nous écouter, moi, ce qui fait justement, je pense que ma définition de la vulnérabilité est différente aujourd'hui et que j'essaye de plus en plus de faire preuve de vulnérabilité, c'est que justement, je me suis raccrochée à mes émotions, à mon ressenti, que j'ai travaillé sur ma confiance en moi, j'ai travaillé sur le fait d'apprendre à me connaître moi. Et je crois que, j'imagine que c'est la base pour pouvoir s'ouvrir aux autres derrière, en fait. Complètement. Et moi, je rajouterais aussi, si ça peut aider les personnes qui nous écoutent, dans mon expérience personnelle, moi, je sais qu'à chaque fois que je me suis retenue d'une émotion, et bien après, c'est une boule d'angoisse qui se crée. Et donc, c'est pas du tout agréable et c'est vraiment pas mieux. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à leur donner, c'est vraiment de ne pas retenir son émotion et oser pleurer. Pleurer, c'est bien. Et justement, par rapport, là, je vais parler des soignants et des accompagnants. On a parlé pas mal finalement du patient. Pour les soignants, là, je me permets en tant qu'ancienne soignante, au travers de mon expérience de 12 ans, même si maintenant j'ai raccroché ma blouse, faites-vous confiance et oui, c'est OK des fois de montrer sa vulnérabilité. Alors encore une fois, hein, c'est une histoire de confiance, comme on disait, mais c'est OK. Et justement, il y a des fois, les patients, c'est ce que tu l'as très bien exprimé sur plusieurs épisodes, Swazik, ils se sentent valorisés presque de voir que l'infirmière ose montrer sa vulnérabilité, ose se confier, ose dire c'est pas OK et ouais, derrière ma blouse blanche, je suis humaine. Tu parlais tout à l'heure d'humanité, tu as dit ce mot et ça m'a vachement parlé. Et par rapport aux proches, de ce que j'ai pu voir dans ma carrière, pareil. C'est quelque chose, à contrario, moi, je m'interdisais en début de carrière d'être vulnérable. Par contre, je prônais énormément la vulnérabilité chez les accompagnants. C'est vraiment, je l'ai déjà dit dans les podcasts en plus, j'ai toujours dit aux accompagnants, ne venez pas parce que vous êtes obligés et que vous vous donnez cette obligation de venir. Venez parce que vous vous sentez en capacité d'apporter votre aide, votre soutien, votre écoute, votre présence à l'autre. Et vous avez le droit, en tant qu'accompagnant, d'être vulnérable. Vous avez le droit de dire, tu sais, c'est chaud aussi pour moi, là, ta maladie, c'est compliqué. Et une fois, j'ai une maman, j'ai entendu, voilà, tu sais, on est dans les couloirs et on entend des fois les conversations. On n'écoute pas, mais comme eux, ils nous entendent dans les couloirs, les patients. Et la porte, elle laissait toujours la porte ouverte parce qu'elle elle aimait pas, elle était claustro. Et je l'entendais dire à son fils, qui était semi-comateux, tu sais, je t'aime plus que tout, je serai toujours là pour toi, mais je me sens impuissante. Je suis ta maman, je me sens impuissante et c'est compliqué, j'ai besoin de te le dire. Je serai toujours là pour toi, n'en doute pas, mais tu sais, tous les soirs, je pleure et ça m'a pris, j'en ai eu et là, rien que de vous en parler, je pourrais en pleurer.
J'en ai eu les larmes derrière mon chariot. J'arrivais plus à bouger, tu sais, j'étais là, oh là là. Et je me suis dit, mais quelle force elle a, cette mère, puisqu'elle, c'était son fils dans le lit, d'oser lui dire et de l'accepter et tout. Et j'ai trouvé ce moment, mais suspendu. Et le soir, tu sais, je suis rentrée, j'étais encore dans une bulle et je disais, waouh, wow, cette femme. Et je l'admirais. Dès qu'elle rentrait dans le service, j'étais dans une admiration totale. Et finalement, ouais, elle a montré sa vulnérabilité, elle l'a exprimée. Et moi, j'ai trouvé ça d'une force incroyable. Comme quoi, tu vois, vulnérabilité, finalement, on peut aussi l'associer à une forme de force. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Moi, je suis même si j'apprends encore pour mettre ça en pratique, mais je suis convaincue que on est plus fort à oser être vulnérable que à mettre un bouclier, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est plus un risque de se fermer à soi-même plus qu'autre chose. Donc oui, je crois que ça demande beaucoup de force et de courage de s'ouvrir aux autres comme ça. Et après, ce que tu dis, si on peut donner encore des outils aux gens, ça me fait penser à la communication non verbale, en fait, ce que tu disais là, Héloïse. Ici, la Soisic du montage, il y a eu une erreur sur les termes utilisés. Je voulais parler de communication non violente et pas de communication non verbale. À noter que cette notion existe cependant. La communication non violente, donc, est un outil de communication qui permet de faciliter et améliorer les relations. Cette méthode a été développée par Marshall B. Rosenberg. Elle invite d'abord à observer la situation sans l'évaluer ni la juger, puis à exprimer clairement ses ressentis et ses besoins à l'autre, avant de faire une demande ou proposer une solution selon la situation. Elle implique aussi de recueillir les paroles de l'autre avec empathie. On vous met plus d'infos en description de l'épisode. Dans le sens où l'idée, c'est pas du tout d'aller faire peur à son proche, c'est pas du tout d'aller rajouter de la culpabilité. C'est bien que ça vienne après l'épisode de la culpabilité, finalement, tout ça. L'idée de la communication non violente, c'est d'aller justement exprimer ses ressentis et ses besoins pour trouver justement quelque part une entente. Je crois que en tant que patient, on s'attend pas à ce que nos proches aidants soient des rocs, quoi. On s'attend pas à ce que ce soit des pierres qui sont poker face devant nous et qui sont là juste pour nous changer les idées et rigoler, quoi. Je crois qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions et ça peut laisser beaucoup de choses positives aussi. Après, il faut savoir aussi se faire aider, parce que l'idée, comme tu disais dans le dernier épisode, Héloïse, hein, l'idée, c'est pas du tout que la personne malade se retrouve à rassurer le proche aidant. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se dire entre les proches aidants et les patients. C'est pas à sens unique, en fait. Non, puis je trouve que ça permet peut-être de l'acceptation de la part des deux, que ce soit le proche aidant ou la personne malade. Moi, ça me fait vraiment écho à ça, quoi, l'acceptation, vraiment. Carrément. Ouais, puis derrière, je rajouterais peut-être cette petite notion, voilà, la vulnérabilité, tout ça, l'acceptation, tout ça, je suis totalement d'accord. Mais à l'inverse, du coup, je parlais de protection. Peut-être, voilà, que je pense que les proches aidants ou même nous en tant que soignants, des fois, on a peur de se faire envahir par nos émotions, par tout ça. Et c'est en ça où on met des protections et où on n'ose pas montrer notre vulnérabilité. Et c'est là où, du coup, j'apporte cette petite nuance qu'en effet, la vulnérabilité, je suis totalement OK avec tout ce qu'on vient de dire. Mais parfois, quand on est dans une hyper émotivité qui est incontrôlable, même en tant qu'aidant, ben ouais, peut-être la prendre un peu de recul et ne pas amener cette charge mentale au patient pour pas l'envahir en fait de cette hypersensibilité qui est normale, qui est OK, on a tous des phases, on a le droit, mais c'est pour ça que je voulais ramener peut-être cette notion juste d'envahissement. Et comme pour tout, voilà, doser. Et c'est en ça que je disais aux accompagnants, si vous le sentez pas, je préfère que vous veniez pas, quoi. Juste Ouais. ça, en fait. Vous avez le droit d'être vulnérable. En fait, c'est les autoriser à être vulnérables, mais pas jouer au fort et finalement amener une nouvelle charge mentale au patient qui a complètement autre chose à gérer. Enfin, tu vois, il y a peut-être cette notion d'envahissement que je voulais juste amener. Je suis pas sûre d'avoir été claire. Ouais, bah, je pense que c'est de pas l'exprimer. Moi, là aussi, il y a un autre exemple qui me vient en dehors du cancer, mais par exemple, quand il y a quelque chose qui nous fâche vraiment beaucoup, qu'on est super en colère, super énervé contre quelqu'un, bah, c'est peut-être pas le moment de lui exprimer. Peut-être qu'on peut aller voir ce que dit cette colère, qu'est-ce qu'elle exprime exactement, justement, c'est quoi les besoins qu'il y a en dessous, pour aller en parler après avec elle, et ça n'empêchera pas justement d'exprimer, ça m'a mis en colère, etc., etc. Et je crois que c'est un peu ça, justement,
que tu vas me dire, Héloïse, si c'est dans ce sens-là, mais c'est effectivement si par exemple on a une énorme tristesse qui nous envahit par rapport à ça, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous et après d'en discuter avec notre proche pour lui expliquer. C'est ça sert à rien de lui cacher ça, mais ça sert à rien de lui apporter au moment où c'est le pic. Mais de l'émotion. c'est complètement ça, là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Je l'ai déjà dit, je pense, dans les anciens podcasts, derrière chaque émotion, chaque sentiment, il y a un message. Mm. Et finalement, c'est pareil avec la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Et quand on se sent vulnérable, c'est dans différents contextes aussi. Donc, dans un contexte, c'est peut-être une fragilité. Dans un autre, c'est peut-être au contraire un manque de sécurité. Dans un autre, c'est peut-être un besoin d'exprimer. Dans un autre, c'est peut-être un signe de confiance. Donc, finalement, toujours cette question de, elle vient vous dire quoi? Exactement ce que tu viens de dire, Swazik. Elle vient dire quoi, cette vulnérabilité? Pourquoi là, tu as besoin de l'exprimer? Ou pourquoi là, tu as besoin d'être fort? Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça t'apporte? Toujours ce pourquoi derrière, finalement. Mhm. Et puis, y aller petit à petit. Moi, je sais que justement, je vous disais tout à l'heure que j'ai appris à être vulnérable. Et en fait, je l'ai fait avec des amis de confiance petit à petit. Puis en fait, le fait de leur exprimer certaines choses, certaines parts d'ombre, et ben du coup, de voir justement que c'était accepté en face et que c'était OK, ça donne envie de le faire avec d'autres personnes ou de recommencer avec ces personnes-là sur d'autres sujets. En tout cas, vraiment, ça vient petit à petit aussi. On ne devient pas vulnérable du jour au lendemain non plus, quoi. Mais vu les définitions des mots vulnérables, je crois qu'on nous a pas appris, en fait. Pas du tout, hein. Je crois qu'on nous a interdit. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste interdit. T'as pas le droit d'être vulnérable. Tais-toi. Moi, je donne beaucoup de travail à la Soisic du montage, là, mais c'est pas grave. Ça me fait penser au livre. Alors, je ne sais jamais c'est qui l'auteur, désolé, mais le titre, c'est Peut-être pas parfaite, mais diablement courageuse. Ici la Soisic du montage qui pallie à ma mauvaise mémoire des noms. Il s'agit de l'autrice Reshma Saujani. On vous écrit ça en description et si vous souhaitez l'acheter, on vous invite à le faire dans une librairie près de chez vous. Je le conseille à absolument toutes les femmes et voire même aux hommes. En gros, elle explique que justement, en tant que femme, on apprend à être parfaite et à être douce et à pas être en colère et à, tu vois, et à respecter les règles et à rentrer dans le droit chemin, etc., etc. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que la vie, elle nous demande pas d'être parfaite, elle nous demande d'être courageuse. Et en fait, si on cherche à être parfaite, on peut pas être vulnérable. Parce que justement, être parfaite, ça a une idée il y a rien qui, en tout cas, c'est après peut-être que justement je rentre dans ma propre définition de la perfection, mais c'est quelque part tu gères bien, tout va bien et tu vois, tout est sous contrôle en fait. Mais c'est pas ça avec la vulnérabilité, je pense. Voilà. Avez-vous des choses à rajouter sur la vulnérabilité et peut-être en conclusion ou chacune en une petite phrase qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent voilà, qu'est-ce qu'on tire de cette petite conversation fort intéressante au demeurant? On ne pensait pas du tout, encore une fois, hein, nos épisodes ne sont pas du tout préparés. On choisit juste le sujet, puis on n'aurait pas pensé partir dans tout ça, et c'est super intéressant. Pour reprendre, Betty avait dit rions à la fin de notre épisode sur l'humour, et moi je dirais pleurons. Pas mal, Betty. Non, c'était vraiment, moi aussi, j'ai trouvé super intéressant cet épisode et si ça peut en aider certains et certaines, je serais vraiment super contente. Et je pense que ça va m'aider pour moi aussi. Donc, c'est toujours, ça m'apporte toujours ces podcasts. Merci les filles. Merci à toi. Moi, ce que je dirais, c'est que rien qu'au travers de cette conversation, j'évolue sur la notion de vulnérabilité. Je pense que chez moi, c'était encore quelque chose en tout cas dans mes mots, dans ma sémantique, justement, c'était plutôt négatif. Et finalement, dans mes actes positifs et au travers de ce que vous m'avez raconté et de mon propre cheminement de pensée aussi en même temps que je vous écoutais, voilà, il y a cette notion peut-être de s'autoriser et je pense vraiment que j'étais encore dans certaines injonctions et d'être allée voir la définition, ça m'a profondément choquée. Et donc, je pense que je vais, en tout cas, mes actes vont vers ce côté acceptation, fragilité, c'est OK. Et ça devient plutôt positif. Je suis arrivée sur quelque chose peut-être négatif et ça part avec du positif. Donc, pour ça, les filles, merci. Et j'espère vraiment
En tout cas, au travers de cet épisode, on aura pu apporter des notions, des questionnements à toutes ces personnes qui nous écoutent. Carrément. Bah ouais, et puis si les gens veulent nous dire d'ailleurs si eux, ils ont une image plutôt négative de la vulnérabilité dans un sens de faiblesse, ou si au contraire, ils voient ça comme quelque chose, comme une force quelque part. Et puis effectivement, n'hésitez pas à nous faire un retour sur cet épisode, sur si ça vous a fait changer d'idée, réfléchir, questionner. On est tout à fait ouverte à ça. Parce que c'est la fin. On s'arrête là. Et je vous invite à lever nos verres. À la santé du cancer.